Hey les amis, bienvenue dans la nouvelle émission Radio Pilote et la première d'Alunisson. Nous allons la créer ensemble si vous voulez bien. Je lance la sauce, on est parti. Ok, c'est parti pour les petites leçons des enfants aux adultes de leur temps. Cette émission m'a été inspirée par un petit bouquin que j'ai écrit en 2011 avec les messagers du changement. C'était un petit cours comme ça à l'américaine, vous savez, entre des gens qui donnent des cours à l'américaine via Internet. Et je suis allée jusqu'à San Francisco pour les rencontrer. Tous ces gens qui ont écrit ensemble, chacun leur petit livre, chacun leur petit message qui leur tenait à cœur pour changer le monde. Et le mien, c'était ça, c'était les petites leçons d'enfants aux adultes de leur temps, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie, une bonne quinzaine d'années avec les enfants, à les observer, à constater quelle est la différence entre un adulte et un enfant, toute la liberté qu'on a donnée, qu'on a réussi au sein de l'évolution humaine à accorder aux enfants et qu'on n'arrive pas encore à accorder aux adultes à cause de tout le système dans lequel on vit qui se développe maintenant à une vitesse grand V. Et vous allez voir, vous y êtes vous aussi, vous êtes en train de le vivre, en particulier sur Facebook. Depuis 1 an, j'ai découvert énormément de gens qui travaillent sur la libération de l'adulte. Hein. Alors, quand on dit petit, pourquoi il faut rester enfantin? Parce que l'enfant aujourd'hui, jusqu'en CP, c'est l'être le plus libre d'être ce qu'il puisse être. En particulier en Occident, cette liberté lui a été gagnée à travers des années et des années d'évolution. Bien sûr, à moins de vivre, de subir de sérieuses interdictions de vivre, l'enfant est un être innocent, pur, créatif, intuitif, spontané, joueur. Il possède une énergie de vie épuisante. Hein. Sa confiance en l'autre est sans faille. Et autant que son ressenti du danger, lui, est sans faille aussi. Hein. Faut pas s'y méprendre, il le sait, même si pour d'autres raisons, il peut s'engouffrer dans une brèche du danger parce qu'il y a d'autres moyens de le manipuler, mais il le sent quand même, il le sait. Il sait tout ce qui est bon pour lui, il sait tout ce qui est mauvais pour lui. La seule chose qu'il n'a pas, c'est cette confiance en soi et en ce qu'il ressent, parce qu'il n'a pas les mots, il n'a pas tout ce que la raison peut apporter ensuite. Et le seul souci, c'est qu'à chaque fois qu'on apporte un bras de raison et qu'on développe la raison, on fait taire cette part enfantine en chacun. Alors j'aimerais vous parler un petit peu de ça à partir du point zéro, du point de départ, où on en est, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Disons que je suis un genre de témoin et que j'ai besoin de vous parce que vous en êtes un aussi, et que dans cette émission on va recueillir tous ces petits témoignages, toutes ces observations sur où va le monde, comment il y va et pourquoi. Un petit mot de Pierre Fossé-Pré, créateur du mouvement Liberté, Égalité, Fraternité et du Paradis, des groupements de personnes qui se retrouvent pour communiquer justement sur tout ce qu'ils font de nouveau, sur ces sociétés nouvelles, sur ces mondes nouveaux à construire, et qui sont décidés à fond à prendre tous les risques nécessaires pour y aller, pour le faire. Ce qui réunit tout ce qui se passe dans notre société actuelle aujourd'hui, c'est la compétition. Alors bon, okay, c'est la compétition qui est le plus petit dénominateur commun à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en face de la compétition, qu'est-ce qu'on a en contraire de la compétition? Et j'ai découvert la symbiose, donc la petite abeille qui va butiner la fleur pour la polliniser, le poisson clown, dans son anémone, c'est des choses qui se passent toujours d'une pierre deux coups, quoi, qui sont toujours une coopération mutuelle. Et c'est pas mal ça. Alors à partir de là, un certain nombre d'années, toujours en regardant ce qui se passe, je me dis, mais bon, vu ce qu'on nous amène comme vérité, comme réalité, comme liberté, qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? On replace l'argent non pas comme maître, mais comme serviteur. C'est-à-dire que l'argent, il est là pour servir le créateur, pour devenir soi-même créateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a comme oublié, mais c'est simplement la raison de notre existence, être créateur. Alors,
pour revenir à l'idée du mouvement, pourquoi le mouvement? C'est simplement pour permettre aux gens de réapprendre en se rencontrant par petits groupes et puis rencontrant les petits groupes qui se rencontrent en plus grands groupes, réapprendre le sens de ses propres responsabilités. Moi, par rapport à cette société qui nous entoure, par rapport à ce qui existe, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être planter 4 pieds de tomates dans un bac. Ça peut être créer un marché gratuit. Il y a tellement de choses, c'est infini le nombre de choses qu'il y a moyen de faire. Il y a juste un petit peu d'imagination et de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire ça. Il y en a qui vont créer une ferme agrobiologique dans le Midi, qui ont travaillé pendant des années pour ça, qui lâchent tout pour, avec toute la famille, toute la semaine, et hop, on part, on débarque ailleurs et on vit. Vivre, c'est le truc, vivre. T'es plus une marionnette, t'as coupé les ficelles. Peut-être pour reprendre une petite blague de Coluche, parce que Coluche n'est pas mort. Enfin bon, il n'est plus dans ce monde-ci, mais il est toujours vivant. Un jour, on parlait avec des amis du gouvernement. Non, d'ailleurs, dans le gouvernement, il y a gouverne. Il y a ensuite, pardon. Bon, et à un moment donné, les convives donc, autour de cette table qui disent mais qu'est-ce qu'il dirait Coluche s'il était là? Et puis après manger, moi je vais souvent faire ma petite sieste, alors je m'assieds dans un canapé, puis tiens, mais je repense à ça, tiens, qu'est-ce qu'il dirait Coluche? Bah, on va peut-être lui demander, hein? Bon, alors, bah, je vais lui demander. Là, Michel, alors, les gens, ils se demandent qu'est-ce que tu dirais si tu étais là? Et puis il me répond, sont tous des philopathes. Pardon? Des philopathes? Oui, des philopathes. Quoi, des philopathes? Oui, des philopathes. Des marionnettes. Là, c'est le gouvernement. D'ailleurs, il y a qu'à voir, pour illustration, un monsieur qui s'appelle François Hollande. Le jour de son élection, il a dit un truc que j'ai beaucoup aimé: soyez fiers, soyez heureux, soyez respectueux. Ah, le con, il a tout compris, le con. Ah bah merde, alors ça c'est pas mal. Bah, alors d'un coup, j'ai été voir qui c'est François Hollande. Bah, je connaissais pas moi François Hollande, donc j'ai cherché qui c'est François Hollande. Et puis après, bah, j'ai vu, il y a eu la passation du pouvoir de Nicolas Sarkozy à François Hollande. Et là, éteint la petite lumière. Il n'y avait plus la petite lumière. Il dit, ah tiens, il a compris qu'il pourrait rien faire. C'était pas lui qui décide. Ah tiens, mais il était quand même très distrait pour pas le savoir, ça. Voilà, donc c'est pas eux qui décident. Et il y a un moyen de sortir de ce processus pyramidal là. Et ce moyen, c'est ce que présente le mouvement Liberté, Égalité, Fraternité, c'est de remplacer le système représentatif, donc un système pyramidal. Cette pyramide, en fait, elle va doucement s'affaisser, comme ça. Il va devenir un tore. Un tore, c'est une espèce d'anneau autour d'un cylindre. Dans ce tore, l'énergie, elle tourne comme ça, elle tourne en 8, en infini. Et là, tout est connecté. Et ce système-là, système torique, il fonctionne sur un système qui n'est plus représentatif, c'est pas des pouvoirs décisionnels, il est consultatif. Et ce système consultatif fonctionne très bien, il a été largement expérimenté, entre autres dans des marches, comme la marche contre la précarité, la marche, la dernière, je crois, c'était le 15 août, donc c'est en Belgique, il y avait 50 000 personnes. Il y avait eu 5 millions de personnes dans le monde, dans plus de 1000 villes différentes partout sur la planète. Et là, on a des accroissements de population. On passe de 200 personnes qui organisent le truc à 50 000 en une semaine. C'est des trucs. Il n'y a aucune industrie, aucune entreprise qui est capable de gérer ça. Avec le mouvement consultatif, le système consultatif, on peut le faire. Et ça marche merveilleusement bien et tout se passe très bien. C'est impressionnant. C'est une ruche qui ça pétarade dans tous les coins et tout se fait. Et vraiment mieux que dans une entreprise. Et donc, tout ça, c'est tout un apprentissage à mettre en place, hein, parce que on est dans un formatage de compétition, donc on n'imagine pas qu'il faut changer de dimension. Ah, changer de dimension. On se dirige vers une découverte que j'appelle la théorie nouménale. C'est-à-dire que ça parle du noumen, donc de Kant, au-delà de la chose en soi. Et c'est pas qu'autant la chose en soi. Donc ça permet de regarder les choses un petit peu au-delà de ce qu'elles sont en apparence
Et là, on peut se rendre compte que tout ce qui est, tout ça, n'est que amour. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on a perdu la définition de ce mot amour. C'est sexuel ça, madame? Non, c'est juste une vibration. Ça paraît très difficile à concevoir dans notre point de vue réfléchi. Donc c'est une espèce de petite bulle de réflexion qui fait qu'on a du mal à concevoir qu'il puisse y avoir autre chose. Mais par cette théorie nouménale, on se rend compte que tout est amour, tout n'est que amour d'ailleurs, et tout n'est que communication, et que la connaissance sans l'amour n'est rien, et avec l'amour, la connaissance est tout. Et donc, en ce moment, il y a un virus très contagieux, c'est comme un éclat de rire, c'est extrêmement contagieux, et ça se propage très très vite. Alors, il est difficile de donner des dates et des époques et du temps, mais c'est quelque chose qui se propage très rapidement. Des gens qui se disent tout d'un coup, non mais c'est pas ça que je vis, c'est pas ça que je veux. Moi je veux autre chose. Alors voilà ce que je constate, c'est que dans la société occidentale, nous vivons, vous n'allez pas être surpris de ce que je vais dire, nous vivons dans une société de cases, rangées en pyramides, elle-même rangée en pyramides plus grosses. Donc chaque pyramide est une case en soi, etc., etc. Chaque étage de case répond à un nombre de règles, à un statut, à un niveau social auquel il faut se conformer et s'adapter. La case la plus haute d'une pyramide, elle, ne suit plus aucune règle de sa pyramide, mais elle reste assujettie à la pyramide qui est au-dessus. C'est la pyramide qui est au-dessus qui gère toutes les pyramides qui sont en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un top du top du top où il y a quelques rares personnes qui ne répondent à aucune loi, qui ne répondent à aucune règle, qui sont totalement libres. Voilà, c'est le système dans lequel on vit, un système pyramidal. Vous n'êtes pas sans le savoir, vous qui êtes sur Facebook, il y a énormément d'organisations, énormément de personnes qui, en ce moment même où je vous parle, sont en train de faire tout leur possible pour changer cet état de fait, pour rentrer dans un fonctionnement tout à fait nouveau, pour rentrer dans un fonctionnement qui est beaucoup plus lié à une ambiance de symbiose et de synergie. Greg Braden, un scientifique qui s'est penché sur toutes les spiritualités du monde d'une manière très scientifique, et en s'appuyant beaucoup sur la physique quantique aussi, les recherches et les découvertes de la physique quantique actuelle. Greg Braden parle de 400 études qui ont été menées dans le monde pour déterminer à quel niveau et dans quel domaine et dans quelle mesure la compétition est quelque chose d'utile. La compétition et la concurrence, quelque chose d'utile au développement, à l'évolution, au bien-être de chacun. Résultat des 400 études dans 400 domaines, écoles, entreprises, sociétés, zéro. Voilà. Résultat, zéro mesure dans zéro domaine. La concurrence, la compétition ne sont bénéfiques dans aucun domaine. C'est une ancienne fausse croyance scientifique qui date de l'époque des Lumières, et oui, et qui Descartes et compagnie, qui ont regardé des fourmis et qui se sont dit bon bah voilà, les fourmis les plus fortes vont mettre les fourmis les plus faibles en esclavage et vont travailler ensemble, et comme ça va apporter un plus, ça va apporter un bonus à tout le monde. Voilà, et en particulier à ceux qui ont mis les fourmis faibles en esclavage. Les animaux s'entretuent pour manger, et c'est le roi des animaux qui est le plus fort des prédateurs qui arrive à s'en sortir le mieux. Donc on a placé l'homme en tant que prédateur, le meilleur qui soit. On a un petit peu oublié toute la partie de la nature qui fonctionne en symbiose. C'est un fonctionnement qui est, lui, on le constate de nos jours dans des recherches scientifiques, qui est, lui, beaucoup plus étendu au sein de la nature, et qui est plus en accord avec la vie, tout simplement.
qui va dans le sens du développement et de l'évolution dans lequel va la vie. Chaque fois qu'on se place dans une position de prédateur, de compétition, de concurrence, on est dans un schéma qui nous mène vers la mort de ce qu'on est en train de créer. À un moment ou un autre, tout ça s'écroule de soi-même, parce qu'on n'est pas dans l'éternité de la vie. On n'est pas dans le fonctionnement qui permet l'éternité de la vie. Et ça, c'est la symbiose, c'est l'harmonie entre tous, c'est l'interconnexion entre nous tous. C'est le fait que tout seul, on n'est rien, et qu'ensemble, on peut aller très, 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 très loin. Alors voilà. Toujours est-il que nous sommes toujours dans cette société de cases dans lesquelles il faut rentrer. Donc l'école sert à quoi ? L'école sert à trouver une place à chaque individu au sein de la société. C'est la grande mission des éducateurs. Le souci étant que nous ne sommes pas en train de créer une place pour ce qu'un enfant est et ce qu'un enfant peut et ce qu'un enfant a à apporter. Non, ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de prendre tous les enfants comme si c'était le même enfant, et de le faire entrer dans telle ou telle case selon des schémas de cases, de notes, encore et toujours, même si ça commence à être un petit peu vieillot, en rapport à ce que faisaient leurs parents, du milieu d'où ils viennent, etc., etc. N'oublions pas que ça fait pas si longtemps qu'on a cessé de faire passer les métiers de père en fils. Et ça fait pas si longtemps que les femmes ont droit de travailler. Alors, c'est tout ce système-là de cases qui est en train de tomber. Et s'il est en train de tomber, c'est pour une raison très simple. C'est que depuis 20 ans, les outils intuitifs, l'informatique, l'Internet, le téléphone portable, apportent à chacun de toutes nouvelles manières de fonctionner. Ça révolutionne les choses à une vitesse extrême. On n'a même pas le temps de s'apercevoir de tout ce qui change. On est encore en train de parler des entreprises comme on en parlait il y a 20 ans, alors que de nos jours, il y a des entrepreneurs qui vont mettre à la place numéro 1 de leurs préoccupations le bien-être de leurs employés, parce qu'ils ont conscience que tant que leurs employés ne vont pas bien, leur entreprise ne pourra pas aller bien. Ils ont conscience que tant qu'un employé n'a pas toute la liberté d'être ce qu'il est, ne se sent pas heureux et utile à son entreprise, ce n'est pas un employé qui va rester, ce n'est pas un employé qui compte, ça ne peut être qu'un employé qui va couler l'entreprise. Voilà. Ce qui compte aujourd'hui, de plus en plus, ce n'est pas réellement le profit qu'une entreprise va faire, mais la durabilité d'une entreprise, la durabilité du profit qu'elle peut faire. Et ça dépend des employés, de chaque petit employé, même le plus petit, au sein de cette notion pyramidale de la société, même le plus petit est extrêmement important. Alors ces professeurs qui vont mettre dans leur contrôle une petite question, quel est le prénom de la femme qui nettoie votre classe le soir ? Et bien voilà, ce sont les professeurs de demain, ce sont les gens qui construisent les sociétés de demain, ce sont les gens qui ouvrent l'esprit des enfants à une société qui est différente de ce qui existe, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire à un enfant, vas-y, tu fais ci, tu fais ce cursus-là, tu prends ce diplôme-là et tu vas pouvoir faire ce métier-là toute ta vie, tu seras cadre et tu seras à l'abri. Ce n'est pas possible. En l'espace de 5 ans, de nouveaux métiers se forment, d'anciens métiers coulent, les entreprises, ça bouge énormément aussi. On ne sait pas, les enfants ont de moins en moins ce qu'on appelle la vocation, ce sentiment de vocation. Les jeunes de nos jours ont une envie de liberté, une envie d'essayer beaucoup de choses. Ils se sentent capables de faire tellement de choses que c'est difficile pour eux de choisir un seul métier une seule case dans laquelle ils vont s'enfermer toute leur vie durant. Ça, c'est pas possible. Ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'être, ils ont besoin de savoir que quoi qu'il arrive dans leur vie, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont là pour être bien, ils sont là pour être heureux, ils sont là pour être eux-mêmes, ils sont là pour apporter leur pierre à l'humanité, ils sont là pour vivre ensemble avec nous. Tout comme l'arbre est là pour porter les oiseaux, tout comme... Voilà, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de très naturel. Et jusqu'en CP, on y a à peu près droit dans notre société.
Vient alors l'âge de la raison, et dès lors le processus toujours grandissant de loger chaque enfant dans une case de la société. Voilà. On ne lui permet pas, on va de plus en plus vers des formations qui sont un petit peu plus nordiques. Si on prend l'exemple sur la Suède, sur la Norvège, on s'aperçoit qu'eux qui ont déjà tant de problèmes avec le manque de soleil et du coup toutes les dépressions que ça cause, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas mieux comme éducation qu'une éducation personnalisée à chaque enfant, des classes en très très peu de nombre et absolument pas standardisée dans le savoir à transmettre, même si bien évidemment tout le monde doit apprendre à lire, tout le monde doit savoir compter, tout le monde doit, voilà, mais chacun le fait à son rythme et selon ses propres intérêts. On peut avoir envie d'apprendre à compter parce que on sera commerçant un beau jour, on peut avoir envie de compter parce que on sera géologue un jour. On peut avoir envie de compter par des tonnes d'intérêts différents et c'est ces intérêts personnels à chaque enfant qui sont importants et non pas la standardisation et comment ils peuvent, quelles sont les notes, les savoirs qu'ils doivent acquérir pour entrer dans telle ou telle case déjà existante, puisque dans le monde dans lequel on est, tout ça s'écroule. Les cases sont en train de se reconstruire, elles sont même en train d'exploser et on s'aperçoit que ce qui est en train de se former, c'est bien des fonctionnements qui sont davantage liés à la synergie. Le souci étant qu'on continue, néanmoins, on est dans une transition. Donc il y a une part de la population qui est déjà dans cette ouverture, ce que j'appelle les mamans et les papas nouveaux et les enseignants nouveaux, et il y en a d'autres qui sont encore dans l'ancien, qui, par exemple, quand on les met devant un ordinateur, actualiser une page, c'est le sommet de ce qu'on peut leur demander. Il leur faut un quart d'heure, donc ils sont pas encore dans cette dynamique de l'open source, dans cette dynamique de chacun y apporte un petit truc et ça donne quelque chose qui va servir à tout le monde. C'est ce à quoi je vous invite d'ailleurs dans cette émission et dans la création collective d'À l'Unisson. Découvrir à quel point votre créativité à vous, qui que vous soyez, quel que soit votre domaine, quels que soient vos intérêts, pas simplement artistiques, c'est très très loin de la simple notion de la maîtrise de l'art, la créativité. C'est une manière d'être soi, d'être libre d'être soi. Cette manière-là, cette façon-là de faire dans nos écoles de nos jours, elle est anéantie. Elle est anéantie par le fait que il y a encore de la concurrence, il y a encore de la compétition comme moteur, il y a encore cette vision des choses où un professeur n'est pas responsable du savoir des élèves et de la note qu'il a. Ce n'est pas lui le responsable. Le responsable, ça peut être les parents, mais en dernier recours, c'est l'élève lui-même. C'est parce que l'élève est nul qu'il a des notes nulles. C'est rarement le cas. Si on observe bien des élèves, ceux qui sont le plus en butte contre l'autorité au sein des écoles sont les plus intelligents, les plus débrouillards et ceux qui se débrouillent le mieux dans la vie ensuite. Ayant été une enfant sage, je peux vous le dire, au jour d'aujourd'hui, je ne trouve aucune place dans cette société, alors que j'avais des notes mais incroyables, je peux même pas vous le dire tellement c'est énorme. Les deux, tout est possible dans ce monde, absolument tout est possible, et absolument tout dépend de la confiance qu'on a en soi, de notre créativité, de ce qu'on se laisse être et de est-ce qu'on se laisse être ce que l'on est ou est-ce qu'on est en train de vouloir faire plaisir à celui-ci ou celui-là. C'est en ce sens que je vous dis, dès l'entrée en CP, notre liberté d'être soi est vouée à sa perte. On est formé à rentrer dans une case. Et même, je vais vous dire, être parent, être maman, être papa, c'est rentrer dans une case. On y perd la liberté totale de simplement être, simplement échanger avec son enfant. On rentre dans des relations où il faut faire ci à telle heure, il faut faire ça à telle heure, le tel jour, on a ça sur le planning, etc. Et il n'y a plus aucun moment où on est tout simplement ensemble, à partager ce que l'on est, à kiffer ce que l'on est, à être ensemble et à juste s'apprécier. Ça devient quelque chose de rare, même si je sais que dans certaines familles, ça existe déjà.
C'est en ce sens que cette émission s'appelle Un adulte, ça ne comprend rien à rien. Et oui, parce que tant qu'on est enfant, on est encore dans ce plaisir d'être. Quand on prend un crayon et qu'on nous dit vas-y dessine, on va dessiner sans du tout, jusqu'en CP on dessine sans du tout se poser la question de comment le voisin a dessiné. On dessine parce qu'on a quelque chose à dessiner. Ou d'ailleurs on ne dessine pas parce qu'on n'a rien à dessiner. C'est possible aussi. Si on va construire quelque chose avec des Lego ou n'importe, des jeux de construction, on va le faire d'une manière qui nous fait plaisir. On va pas le faire pour s'emmerder, pour faire quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si on joue on va le faire d'une certaine manière qui va nous faire du bien, qui va raconter des histoires qui nous plaisent, qui nous enchantent, qui nous expliquent des choses, qui nous font dire des choses qu'on a à dire, qui nous font nous exprimer. Voilà. On est pour être. On est des êtres qui sont des êtres vivants, pas des fers vivants. Voilà, on est des êtres humains et non des fers humains. À partir du CP, on devient des fers humains. Et une fois arrivé à l'âge de 16 ans, par exemple, vous demandez à un enfant de vous dessiner un truc. C'est plus un enfant, évidemment, déjà, faut pas le dire, surtout pas. Demandez à n'importe quel jeune, dessine-moi un truc, il va vouloir savoir. Ah, qu'est-ce que je dois dessiner? C'est pour qui? C'est pourquoi? Quelle est la grille d'évaluation qui va avec? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit bien, ce que je fais? Voilà. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça parce que on va lui apprendre jusqu'à comment argumenter dans une dissertation. Hein. Voilà. Mais on va pas lui apprendre. Et ça, c'est très bien. Hein. Je dis pas que c'est à enlever, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne lui apprend pas comment, une fois qu'il sait ces règles-là, comment il les rend personnelles et comment il s'en sert, comment un et un vont faire deux pour ce qui l'intéresse lui, pour ce que lui il a à dire, pour ce que lui il a cherché, pour ce que lui il a trouvé, pour le savoir que lui il va construire. Le savoir est quelque chose qui est à disposition de nos jours. Ce n'est plus du tout la même chose qu'il y a 50 ans, par exemple. Gogol est notre ami, et chaque fois qu'on a besoin de savoir quelque chose, même si y a beaucoup de méprises qui sont possibles sur Internet, on s'aperçoit que plus ça va, moins il y en a. Il y a aussi des sites qui nous permettent de les dénicher. Et faut pas nous prendre pour des idiots non plus, on sait comparer. Donc on va se retrouver avec 15 pages différentes qui vont dire des trucs différents. Et puis nous, ce qu'on va prendre, c'est ce qui est en commun dans toutes ces pages-là. Et on va y réfléchir aussi un petit peu personnellement et on va s'apercevoir que on peut aussi apporter notre petite partie du savoir, parce que la vie, c'est que du bon sens. Tout le savoir qui existe, c'est que du bon sens. Il est disponible à chaque instant pour chacun. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert dans un livre. Et même si vous avez lu des tonnes de livres, je vous défie de m'en réciter un seul par cœur. Je vous défie de ne pas avoir besoin d'y avoir recours pour aller rechercher l'information à chaque fois que vous en avez besoin. Voilà. Tout ça m'éloigne beaucoup de mon petit texte. J'y reviens. Dès l'entrée en CP, cette liberté est vouée à sa perte, cette liberté d'être qui nous sommes, de nous passionner pour ce qui nous intéresse, de dire ce qu'on a à dire, d'être vrai, parce qu'on a peur de blesser, on a peur de dire mal, on a peur de ne pas rentrer dans la case, même la case rappeur des cités, y a des règles. Voilà. Et on ne rentre pas sans avoir cette identité forte qui est une case. On est en train d'exploser tout ça, mais ça reste encore présent. Et les petits durs dans les classes, c'est les petits durs. Voilà. Et ils jouent ce rôle d'un bout à l'autre. Les profs ne sont que très très rarement, malheureusement, là pour casser ces rôles et pour leur permettre d'être juste qui ils le sont. Je me souviens d'un petit Mustapha en CM1 Astin qui était dans tous ses états. C'était un tout petit bout de chou, mais c'était la terreur de toute son école, la terreur des profs, la terreur des élèves, la terreur des parents, la terreur des inspections. C'était la terreur de tous. Voilà, il était capable de n'importe quoi, il était d'une violence incroyable. Et au bout de 3 semaines avec lui, c'est devenu juste le meilleur danseur que tout le monde admirait. C'est possible.
En l'espace de 3 semaines, c'est possible. Il suffit d'être là et de permettre ça à un enfant. Parce qu'un enfant ne va nous donner que ce qu'on attend de lui. Et si on attend de lui que ce soit le petit dur et la terreur, eh ben ça sera la terreur. Il suffit d'ouvrir les cases. Et l'être se montre parce que l'être veut être, tout simplement. Une fois arrivé à l'âge adulte, voilà, un être humain, ça ne comprend plus rien. Ça ne comprend rien à la vie, rien aux priorités, rien à l'amour et très certainement rien à la liberté d'être. Il en a même très très peur. Il ne peut pas se permettre, il ne sait aller demander à une maman qui fait à manger à ses enfants tous les jours parce que celui-ci aime ci, celui-là aime ça et qu'il y a la société de consommation et c'est bien de manger ci et c'est bien de manger ça et tous les autres enfants ils donnent envie à vos enfants de manger ci et de manger ça. Allez demander à cette mère, toi là aujourd'hui tu as envie de quoi? C'est quoi ta vraie envie? Elle ne saura pas vous dire. Chacun d'entre nous, on a déjà cette première difficulté de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui nous ferait vraiment plaisir? Et c'est la première chose à découvrir. Le seul moyen de le faire, c'est en suivant notre créativité. Parce que c'est elle qui nous mène là où on doit être, à ce que l'on est. Voilà, à ce jour, nous n'en avons jamais su autant sur la vraie vie, le véritable humain, tel que la nature l'a fait, que lorsque nous avions 6 ans. Et c'est rigolo parce que c'est exactement l'âge auquel notre inconscient finit de se former. Il atteint sa maturité, son âge adulte, à l'âge de 6 ans. À partir de là, toutes nos capacités intuitives, créatives, spontanées, joueuses sont bridées, totalement bridées par le système et par les cases dans lesquelles on doit rentrer. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans une case si on n'est pas assis correctement dans sa case. Et si on déborde de ci, de là, on doit entrer dans les moules. Donc tout ça est bridé d'un bout à l'autre et c'est là que se trouve notre liberté d'être, c'est là que se trouve notre créativité naturelle, ce qu'on est. Tout est fait pour que, autant qu'adulte, tout ce que nous savons de la vie, c'est comment s'adapter, comment adapter ce qu'on est vraiment, le contorsionner, mentir, tromper, se tromper pour s'adapter et se faire accepter dans une case. Alors voilà, quoi qu'il en soit, l'Internet nous ouvre enfin une belle brèche de liberté d'être qui on est, avec bien des moyens pour sortir du système pyramidal. Se déprogrammer le cerveau des vieilles croyances que nous avons eues et apprendre à entrer en synergie, en symbiose les uns avec les autres. Une création collective comme à l'unisson, par exemple, c'est juste un espace qui vous permet d'être qui vous êtes. Un espace où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, échanger tout ce que vous voulez avec tous les outils qui vous sont à disposition. Vous devez le faire vous-même, ça c'est certain, personne ne le fera à votre place. Et c'est bien là le problème des cases et de l'équité, c'est que ça vous donne une nouvelle responsabilité, ça vous donne la responsabilité du big boss. Hein. Vous êtes vous aussi un boss. On est on devient petit à petit une société de petits chefs, petits et grands chefs. Et chacun a la responsabilité de décider de sa liberté, de ce qu'il fait dans la vie, de ce qu'il apporte à l'humanité tout entière en étant ce qu'il est. On est en train de rentrer dans des sociétés nouvelles. Et celui qui en sait le plus long sur nous, sur tout ce dont on a besoin pour construire ces nouvelle société, c'est l'enfant, c'est celui qu'on a jusqu'ici réussi à laisser le plus libre d'être qui il est. Les temps changent, la retournent, et prenez-les comme le pouvez, mais acceptez. Les enfants de nos jours ont beaucoup à nous apprendre sur comment vivre notre vie et comment construire les sociétés à venir. Ce qui va m'intéresser le plus personnellement, ça va être la créativité naturelle. C'est cette capacité inconsciente que nous avons de résoudre n'importe quel problème, d'être qui l'on est, de créer des moyens pour vivre, pour résoudre toutes sortes de problèmes, tout simplement. Et pour créer des relations, pour créer des ambiances, pour créer des inventions, pour créer n'importe quoi. Voilà. Personnellement, et dans cette émission, ça va être ça qui va m'intéresser, mais ça englobe un petit peu tout, puisque, évidemment, je vais m'intéresser à qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour que ces nouvelles sociétés soient possibles. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants pour qu'ils soient un petit peu plus libres au sein du système éducatif? Si vous êtes professeur, qu'est-ce que vous faites pour adapter
dans cette transition que nous sommes en train de vivre, cette libération de nos capacités inconscientes qui sont la créativité, l'intuition, la spontanéité, et qui sont en train de se libérer par la voie de l'utilisation de ces outils informatiques où maintenant on peut tout faire, tout. On peut écrire, on peut éditer, on peut faire un journal, on peut faire des vidéos, on peut faire n'importe quoi sur un ordinateur, on peut trader, on peut vendre des croissants, on peut tout faire via Internet. Il y a tellement de choses qui paraissaient impossibles jusque-là et qui sont possibles, qui sont devenues possibles grâce à ces outils. Donc, allez-y, racontez-nous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous en pensez, où vous en êtes-vous dans cette transition de l'humanité tout entière. D'ailleurs, avant même de commencer, nous avons déjà un petit commentaire de Michel Chermasson qui nous dit « Faire de la créativité une matière éducative principale et non pas de l'éveil, voilà un bel objectif difficile à partager de la part de personnes détenant le savoir. Voir, penser autrement pour explorer d'autres possibles et apprendre, voilà comment je définirais la créativité. Bonne journée, Michel. » C'est exactement ça, c'est exactement tout ce vers quoi nous allons tendre durant ces au moins 11 épisodes. Je suis curieuse, j'ai hâte de vous entendre et en attendant, je vous laisse avec notre geek rappeur qui fait du son avec la lune carrément. Ça s'appelle Conscience Fiction, la chanson que je vous ai choisie, mais vous en avez d'autres à découvrir sur son SoundCloud. Vous trouverez le lien sur la page en dessous de cet audio. Il est incroyable. Il fait tout lui-même, il fait ses clips, il fait sa musique, il fait ses textes, il chante, il se débrouille. Voilà, c'est l'exemple parfait de tout ce qui est possible de nos jours à un être, un seul, grâce à ces outils intuitifs et grâce à la liberté d'être soi. Je serais curieuse de savoir comment ses parents l'ont éduqué, lui, tiens. Je fais de la conscience-fiction, du rap vidéo game, car j'ai une forte addiction à la poudre de rêve. Mon hip-hop fusionne, onirique et réel. Appelle-moi le rappeur geek et rejoins-moi dans ma quête. Je fais de la conscience-fiction, du rap vidéo game, car j'ai une forte addiction à la poudre de rêve. Mon hip-hop fusionne, onirique et réel. Appelle-moi le rappeur geek et rejoins-moi dans ma quête. Je veux faire la fête dans la comté, que la ville Bilbo me soit comptée. Chevaucher le roi avec des Nazgûl pour gibier. Défendre Minas Tirith avec Narsil pour épée. Puis visiter Imladris et Oavgrim me retirer. Je veux transplaner, être aspiré dans un HP. Direction Ollivander pour qu'une baguette puisse me trouver. M'instruire à Poudlard, devenir l'attrapeur de l'année. Puis chercher des fragments d'âme là où personne installé. Je veux être un Jedi et maîtriser la force. Piloter un X-Wing et défendre le système Hox. Découper des droïdes avec un sabre bleuté. Puis me rendre sur Naboo près d'un lac pour m'apaiser. Je veux voir et entendre les 9 chevrons s'enclencher. Rencontrer des anciens et voyager dans le destiné. Avec un Zat Nictel, protéger le Prométhée. Puis aller sur Atlantis pour en énergie évoluer. Je fais de la conscience-fiction, du rap vidéo game, car j'ai une forte addiction à la poudre de rêve. Mon hip-hop fusionne, onirique et réel. Appelle-moi le rappeur geek et rejoins-moi dans ma quête. Je fais de la conscience-fiction, du rap vidéo game, car j'ai une forte addiction à la poudre de rêve. Mon hip-hop fusionne, onirique et réel. Appelle-moi le rappeur geek et rejoins-moi dans ma quête. Je veux entrer dans l'animus et me retrouver à Masyaf, que ma lame secrète s'abatte sur Rome et Damas. S'infiltrer, Abstergo et faire tomber les Templiers. Puis comprendre la conspiration afin de la déjouer. Je veux des prothèses cybernétiques et des implants neuronaux mécaniquement augmentés, faits d'os de chair, d'acier et de peau. Pirater chaque ordinateur en masquant mon intrusion. Puis finir ma mission en guidant la révolution. Je veux me réveiller à Célesbourg, gagner la chevauchée céleste, faire trembler mes ennemis quand sifflent mes flèches. Faire de la forêt de Firon mon parc en ciel, puis jouer de l'ocarina la nuit en regardant le ciel. Je veux visiter Rabanastre à tour de chocobo, survoler tout Ivalice avec le sillage comme vaisseau. Résister à l'empire, armé de mes impulsions, puis m'endormir sur le sable des magnifiques côtes de fond. Je fais de la conscience-fiction, du rap vidéo game, car j'ai une forte addiction à la poudre de rêve. Mon hip-hop fusionne, onirique et réel.
Appelle-moi le rappeur geek et rejoins-moi dans ma quête. Je fais de la conscience-fiction, du rap vidéo game, car j'ai une forte addiction à la poudre de rêve. Mon hip-hop fusionne, onirique et réel. Appelle-moi le rappeur geek et rejoins-moi dans ma quête. L'onirique est une prison où la raison veut s'évader de la poudre de rêve. Voilà quoi le monde est drogué, l'imaginaire crée l'équilibre, car le réel funambule de la poudre de rêve. Voilà ce qui tient l'humanité. Un adulte, ça ne comprend rien, certes, mais nous avons tous été enfants un jour et nous sommes tous enfants aujourd'hui. Nous sommes restés enfants dans notre inconscient, nous n'avons pas grandi d'un pouce depuis l'âge de 6 ans. Nous sommes tous là et nous sommes tous capables de faire et de créer ce nouveau monde. Nos mondes meilleurs, ces mondes dont on rêve. Je vous attends les amis. Mouah.